le début de l'organogénèse. Le début de l'organogénèse. Donc, c'est un acte, c'est un événement qui est secondaire par rapport à la neurulation et à la délimitation de l'embryon. Dès la 3e semaine et durant la 4e semaine du développement, dérivent à partir des 3 feuillets les premières ébauches de nombreux organes. Les dérivés ectodermiques, les dérivés endodermiques et les dérivés mésodermiques. Aïe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je vais commencer à constituer mes organes. Je vais commencer à constituer mes organes. C'est la partie la plus intéressante de ce cours. C'est-à-dire comment je peux avoir des organes à partir de mes plaques, à partir de ma pizza, je peux avoir des organes qui sont bien délimités. Dès maintenant, comme je n'aime pas le suspense, dès maintenant, on va savoir qui va faire quoi. J'ai 3 couches. L'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. L'ectoblaste, il va me donner des placodes. Il va me donner des placodes et ces placodes vont me donner des organes céphaliques. D'accord? Ils vont me donner l'œil, ils vont me donner les oreilles. D'accord? Ça, c'est la partie ectoblastique. Le mésoblaste va me donner tout ce qui est muscle, tout ce qui est squelette. D'accord? Tout ce qui est rein aussi, tout ce qui est, on va voir. Parce que lui aussi, on va le diviser en plusieurs parties. Une partie paraxiale, une partie intermédiaire, une partie latérale. Et l'entoblaste, la partie interne, elle va me donner le tube digestif. La partie la plus interne, elle va me donner le tube digestif. Qu'est-ce qu'il y a de plus intérieur dans mon organisme? Ce sont les viscères. Le tube digestif. Donc, l'entoblaste va me donner le tube digestif. Un peu en dehors, j'ai les muscles. Donc, c'est le mésoblaste qui va me donner les muscles. En dehors, j'ai la peau, j'ai des placodes qui vont me donner des oreilles. Donc, c'est l'ectoblaste qui va me donner ces parties. Alors, on va les étudier une à une. Vous allez les apprendre. On commence par les dérivés ectodermiques. On commence par la partie la plus externe. Certaines zones de l'ectoderme de surface sont le siège d'une importante prolifération cellulaire. Hop. Et là, la division commence. Hop. Je dois avoir un embryon. Je dois augmenter la taille. 3 mm. D'accord? Je dois la transformer en un être vivant qui a à la naissance qui a une assez grande taille. Le nouveau-né, il a quelle taille en moyenne? Combien fait un nouveau-né de longueur? Très bien, 50 cm en moyenne. 50 cm. 50 cm. Très bien, 50 cm. Donc, je dois avoir quelque chose de comme ça. Pour plier, il y a 50 cm, c'est assez important. Donc, je dois réaliser une prolifération cellulaire, une division cellulaire assez importante pour augmenter la taille et commencer à former mes organes. Très bien. Donc, il y aura la formation de placodes. Placodes, اسم تصغير. اسم تصغير تاع واش؟ تاع plaque. Donc, poulaïka. D'accord? Une plaque, une poulaïka. La poulaïka, c'est la placode. C'est une petite plaque. Très bien. C'est quoi une placode? C'est de simples épaississements situés dans l'ectoderme. Quelques exemples. Les placodes otiques vont me donner le labyrinthe membraneux et l'oreille interne. Le labyrinthe membraneux de l'oreille interne. Donc, ils vont entrer dans la constitution de l'oreille. Les placodes olfactifs, à l'origine de l'épithélium olfactif. Les placodes cristalliniennes, à l'origine du cristallin. Vous connaissez le cristallin? Le cristallin, c'est le verre de rétraction à l'intérieur, le verre de réfraction à l'intérieur de mon œil. C'est le cristallin qui subit l'action des muscles ciliaires pour changer son incurvation, d'accord? Pour changer son incurvation et permettre au faisceau lumineux de tomber sur la rétine. Vous vous souvenez du punctum proximum et du punctum remotum que vous avez vu en biophysique? Il faut garder en tête ce que vous êtes en train de faire. Très bien. Donc c'est le cristallin. Excellent. Donc j'ai des placodes et ces placodes sont qui dérivent de l'ectoderme, de l'ectoblaste. J'ai un ectoblaste qui va me donner des placodes et les placodes vont me donner certains organes. C'est clair? Très bien. Ils n'ont pas détaillé ces parties, tant mieux, parce qu'il va y avoir d'autres divisions durant les prochaines semaines.
Les placodes sont des épaississements de l'ectoderme rostral, de l'ectoderme au niveau de sa partie la plus antérieure. On a parlé de placodes olfactives, cristallines, d'accord, labyrinthiques. Toutes ces régions sont situées au niveau de la tête. Chaque placode est formé par un groupe de cellules qui migrent dans le mésoblast sous-jacent. Maintenant, elles vont continuer à descendre dans le mésoblast pour former un organe. D'accord? Par extension, l'information, elle me plaît bien. Par expansion, on peut assimiler la plaque neurale. Vous vous souvenez de la plaque neurale? La plaque neurale, c'est quoi? C'est une partie de l'ectoblast qui s'est différenciée, qui s'est enfoncée à l'intérieur du mésoblast pour constituer le système nerveux. Donc la plaque neurale, c'est quoi? C'est une grosse placode. Et j'ai fait exprès de vous dire que placode, c'est ta plaque. Ça n'a rien à voir. D'accord? Une plaque, c'est la grosse plaque c'est la plaque neurale qui va me donner quoi? Qui va me donner le système nerveux. Et j'ai des petites placodes. Ces petites placodes vont me donner des petits organes. Et dans votre cours, on vous dit qu'on peut comparer ou assimiler la plaque neurale à une très grande placode, d'accord, se dissociant de l'ectoblast pour former le système nerveux. La plaque neurale, elle va avoir le même devenir que les placodes. Les placodes, c'est quoi? C'est des parties de l'ectoblast qui vont s'invaginer, ou s'incurver, ou s'enfoncer dans le mésoblast pour donner des organes, d'accord? La plaque neurale, c'est une région de l'ectoblast qui va s'enfoncer dans le mésoblast pour donner le système nerveux. Donc le devenir de la plaque neurale et des placodes, c'est la même chose. Le devenir de la plaque neurale et des placodes, c'est la même chose. Cette chemise est courte, elle m'ennuie. Donc, la plaque neurale, elle va avoir le même devenir. Que mes placodes. Donc, on peut comparer la plaque neurale à une grosse placode. Voici les placodes. Regardez mon joli embryon, comment il commence à prendre forme. Voilà. Un joli embryon, tout heureux. Il a une forme. C'est la délimitation longitudinale. Ça, c'est la délimitation transversale. D'accord? Il commence à apparaître. Ça, c'est son cœur, ça, c'est son foie, ça, c'est la partie mandibulaire, ça, c'est les brachis qu'on va utiliser dans le corps de l'appareil bronchial, ça, c'est la partie maxillaire. D'accord? Donc, il commence à se délimiter. Et l'ébauchage des viscères ou des organes commence déjà. Très bien. Les dérivés endodermiques, on a terminé avec les dérivés ectodermiques, on va voir les dérivés endodermiques. L'appareil endodermique, le plus interne, il va me donner l'appareil digestif ou le tube digestif. La mise en place de l'intestin primitif. Vous voyez, de l'intestin primitif se fait dès la délimitation de l'embryon et comprend 3 régions. L'intestin antérieur, l'intestin moyen et l'intestin postérieur. Attention, je ne suis pas en train de parler d'un intestin comme celui de l'adulte. Je ne suis pas en train de parler d'un intestin comme celui de l'adulte. L'intestin de l'adulte, il a des caractéristiques anatomiques. Il est constitué de 2 parties, l'intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle est constitué de 3 parties, excellent, jejunum, iléon. Le duodénum est appelé duodénum parce qu'il mesure 12 cm, 12 inches. 12 inches, très bien, 12 inches, 12 inches. وبعد عندي le jejunum وعندي l'iléon. Le jejunum صائم et l'iléon لفائفي. D'accord? Voilà. Très bien. Donc c'est chez l'adulte. Je ne suis pas en train de parler de cet intestin. Je suis en train de parler de l'intestin primitif, de l'intestin de l'embryon qui était tout heureux. Très bien. Donc il y a une partie antérieure, une partie moyenne, une partie postérieure. L'intestin antérieur est formé en avant par la membrane pharyngienne. Vous vous souvenez de la fameuse région au niveau de laquelle le mésoblast ne pouvait pas s'insérer parce qu'il y avait un contact étroit entre l'ectoblast et l'entoblast. C'est ça la membrane pharyngienne. À ce niveau vont apparaître les poches bronchiales. Les poches bronchiales qu'on va découvrir cet après-midi, Inch'Allah. Le tractus thyréoglosse qui va me donner la langue thyréoglosse et la glande thyroïde qui est située ici, d'accord? Les ébauches linguales, voilà la langue. La gouttière laryngo-trachéale
avec la trachée, les bourgeons pulmonaires, les bourgeons qui vont donner naissance aux poumons, l'œsophage situé juste en arrière de la trachée, les bourgeons hépatiques et pancréatiques dorsales. Donc vous voyez que toute cette région, elle va me dériver de l'intestin antérieur. L'intestin moyen, il va communiquer avec la vésicule ombilicale par le canal vitellin. C'est la partie par laquelle mon intestin est en communication avec la vésicule vitelline qui va se délimiter. C'est la partie qui va constituer le pédicule ou qui va donner le devenir du pédicule de fixation. Et l'intestin postérieur dans lequel s'abouche le diverticule allantoïdien. Il constitue le cloaque fermé en arrière par la membrane cloacale. Donc l'intestin postérieur, il va me constituer les parties terminales. Il va me constituer les parties terminales de mon intestin. Est-ce que vous vous souvenez quand on avait vu l'ébauchage du diverticule allantoïdien au début de la 3e semaine, il y a quelques heures, je vous avais parlé du diverticule allantoïdien. Comme le diverticule allantoïdien n'a pas d'importance dans le développement de l'embryon, il va juste donner naissance à quoi? Comme à la vessie et à l'urètre. Vous vous souvenez? Donc la vessie, c'est situé où? C'est situé en bas. Donc la vessie, elle est en contact avec l'intestin postérieur, la partie terminale. Et l'intestin postérieur, il va donner naissance à quoi? Au cloaque. Et le cloaque, c'est quoi? Il va donner naissance à l'anus. Donc tout ce qui est en bas, l'anus, le rectum, la vessie, les urétères, et l'urètre, ils vont être situés en bas. Donc j'ai 3 intestins. Un intestin antérieur qui va me donner ces appareils, d'accord? Au niveau de la langue, au niveau de la région thyréoglosse, d'accord? Et un intestin moyen qui est en contact avec la vésicule vitelline et la délimitation du cordon ombilical, et un intestin postérieur qui va me donner, ou qui va être en contact avec le diverticule allantoïdien, qui va me donner la vessie, et où je vais retrouver le cloaque, qui est l'ébauchage du rectum de l'anus. Donc j'ai 3 intestins. Les intestins primitifs, ils dérivent de quoi? L'intestin primitif dérive de l'endoblaste. Donc jusqu'à maintenant, récapitulons, je suis en train de parler de la 4e semaine du développement embryonnaire. Au cours de la 4e semaine du développement embryonnaire, j'ai plusieurs phénomènes. J'ai deux phénomènes principaux qui sont la neurulation et la délimitation de l'embryon. J'ai aussi d'autres phénomènes que j'appelle phénomènes secondaires. Parmi ces phénomènes secondaires, j'ai le début de la constitution des organes ou le début de l'organogenèse. Donc je suis en train de parler du début de l'organogenèse. Le début de l'organogenèse prend lieu ou a lieu à quel niveau? Au niveau de l'ectoblaste, du mésoblaste et de l'ontoblaste. On avait dit que l'ectoblaste allait donner des placodes. Et les placodes allaient donner certains organes au niveau de la région rostrale de mon organisme. On est en train de parler de l'ontoblaste. Et l'ontoblaste va me donner l'intestin primitif. Et l'intestin primitif va me donner le tube digestif et quelques glandes situées au contact du tube digestif. J'ai une anomalie, j'ai une atteinte de l'articulation maxillo-mandibulaire. J'ai des blocages de la mâchoire et je parle comme un anglais. D'accord? J'espère que ça va s'aider, sinon c'est la chirurgie. Entendez, hein? Écoutez, oui. Donc ça fait très mal. Tellement elle a dévié. Non, c'est pas à cause de la parole, c'est à cause des dons de sagesse. Les dons de sagesse, quand ils naissent, leurs racines vont pousser sur l'articulation. Je ne vous espère pas ça. D'accord? Je vais me faire opérer. Allez, on continue. Donc, ce sont des dérivés. On a terminé avec les dérivés endodermiques. Voici mon joli intestin, kiff. J'ai un fœtus, j'ai un embryon qui commence à se délimiter. J'ai un fœtus qui commence à se délimiter. Ça, c'est sa membrane pharyngienne. Ça, c'est moustache. C'est sa membrane pharyngienne. Et ça, c'est son tube digestif primitif. C'est son intestin primitif. Il est divisé en plusieurs parties. L'intestin antérieur, l'intestin moyen qui va donner le canal vitellin et l'intestin postérieur. C'est clair?
Vous voyez comment on vous a dessiné l'intestin primitif? On l'a dessiné en vert. Pourquoi? Parce qu'il dérive de l'entoblaste. Que je dessinais en vert. Très bien. On a terminé avec les dérivés ectodermiques et les dérivés endodermiques. On va parler maintenant du fameux mésoblaste intra-embryonnaire. Je vais parler du mésoblaste intra-embryonnaire. Les dérivés mésodermiques. Le mésoderme serait parti, désolé, il y a une faute d'orthographe, il serait parti IT en 4 régions: axiale, paraxiale, intermédiaire et latérale. Le mésoderme se divise en 4 parties: axiale, paraxiale, intermédiaire et latérale. Shkoun chatra ou la chatra qui mérite un joli cadeau, un très gros cadeau, qui me dit, bla me chauffe le cours, la page de moraha, surtout votre pépin, à quoi correspond le mésoderme axial? Il correspond à la corde. Il correspond à la tige cordale. La tige cordale, c'est elle le mésoderme axial au niveau de l'axe. On va voir pourquoi. Allez, on commence. Donc voici un petit schéma. On le saute, on va y revenir plus tard. Voilà, ce schéma. Très bien. Regardez-moi cette partie. Ça, c'était le stade de la gouttière cordale. Vous vous souvenez de la gouttière cordale? Du canal cordal plutôt. Canal cordal qui va devenir canal cordal renversé, canal cordal fissuré, puis gouttière renversée, puis tige cordale. Ça, c'est le stade on est au stade de canal cordal. C'est ce canal cordal qui va devenir tige cordale. Vous voyez? Donc c'est ça la tige cordale. Ça, c'est la tige cordale. C'est la tige cordale qui correspond au mésoblaste axial, situé au niveau de l'axe. D'accord? Donc ça, c'est l'axe de l'embryon, au centre de l'embryon. Très bien. Le mésoblaste qui est situé juste devant, je l'appelle paraxial. Ça, c'est le mésoblaste paraxial. Ça, c'est le mésoblaste latéral. Et ça, c'est le mésoblaste intermédiaire. Je l'appelle intermédiaire parce qu'il est situé entre le paraxial et le latéral. J'ai un mésoblaste axial représenté par la corde, puis paraxial situé juste devant, puis intermédiaire et enfin latéral. Donc j'en ai 4. Axial, paraxial, intermédiaire, latéral. Axial, paraxial, intermédiaire, latéral. Axial, paraxial, intermédiaire et latéral. Je suis en train de parler de quoi? Du mésoblaste. Donc, regardons mon embryon. Ici, c'est quoi? Ce qui est en bleu ici, c'est quoi? C'est quelle cavité? C'est la cavité amniotique. Elle est en train de me délimiter mon embryon. Ça, c'est le lycitocèle secondaire ou vésicule vitelline. Il y aura une délimitation latérale et une délimitation longitudinale. Longitudinale. Ça, c'est la corde. Ça, c'est quoi? C'est le mésoblaste paraxial, intermédiaire et enfin latéral. Ici, je suis dans quel stade? La neurulation. Je suis au stade de la gouttière neurale. Parce que la plaque neurale a commencé à s'enfoncer. Donc je suis au stade de gouttière neurale. Très bien. Voilà. Donc voici le mésoblaste axial qui est représenté par la tige cordale. Ça, c'est le mésoblaste paraxial. Ça, c'est l'intermédiaire et enfin le latéral. Je suis ici aussi dans le stade de gouttière neurale. La gouttière neurale qui va se terminer par la formation du tube neural. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de parler. J'ai terminé de parler de l'évolution de l'ectoblaste. On a l'ectoblaste. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner des plaques. J'ai terminé de parler de l'entoblaste. Je vous avais dit que l'entoblaste allait me donner l'intestin primitif. Maintenant, je suis en train de parler du mésoblaste, c'est-à-dire la tomate qui était située entre les deux pattes chez le boulanger.
D'accord? Donc, elle est constituée de plusieurs parties. La partie centrale ou la axiale, c'est le mésoblaste axial, c'est la corde. On m'a dit quelle est l'importance de la corde, elle va disparaître. Ou sinon, elle est importante dans l'induction de la neurulation, dans l'induction de la formation des vertèbres, et elle va donner elle va me donner le nucleus pulposus. Elle va me donner le nucleus pulposus qui est le centre du disque intervertébral. Elle va me donner le nucleus pulposus qui est le centre du disque intervertébral. Qui est le centre du disque intervertébral. Très bien, très bien. Je suis en train de parler maintenant de ce mésoblaste. J'ai parlé de la corde. Maintenant, je vais parler du mésoblaste paraxial, intermédiaire et latéral. Mésoblaste paraxial, intermédiaire et latéral. Très bien, très bien, très bien. Le mésoblaste axial ou mésoderme cordal représenté par la corde ou la notocorde, qui régresse en partie et participe à la formation du nucleus pulposus. Du nucleus pulposus, comme je viens de vous dire. Très bien. Si la notocorde, regardez cette jolie phrase qu'on vous écrit ici. Si la notocorde est vouée à disparaître, elle joue toutefois un rôle primordial dans l'induction de l'ectoblaste qui se différencie en neuroectoblaste. Donc, elle est impliquée dans l'induction neuronale qu'on a vue tout à l'heure, formant la plaque neurale, ainsi que dans l'induction de la formation des corps vertébraux. Ça va, Anisha? Donc, elle induit la formation de la plaque neurale, elle induit la formation de la plaque neurale, et elle induit la formation des vertèbres. En bas, elle disparaît et elle laisse place au nucleus pulposus. En outre, elle serait à l'origine du nucleus pulposus. D'accord? On a terminé avec la corde. On va voir le mésoderme paraxial. Il est situé de part et d'autre. Il est situé de part et d'autre du tube neural. Axe dorsal de l'embryon se segmente en somites. Qui sont des amas sphériques de cellules mésoplastiques qui donneront le sclérotome dans la partie ventrale et le dermomyotome dans la partie dorsale. Les somites apparaissent successivement entre G20 et G30. Les somites apparaissent progressivement entre J20 et J30. Voici de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de parler du mésoblaste paraxial. Le mésoblaste paraxial. Ce mésoblaste paraxial va former de part et d'autre du tube neural. Et le tube neural, il va s'être situé au niveau du mésoblaste. Pourquoi? Parce que le tube neural va s'enfoncer. Le tube neural est situé en dessous. Le tube neural, il est là. Ça ou là. Le tube neural, il se forme par invagination de la plaque neurale. La plaque neurale doit s'enfoncer à l'intérieur de l'embryon pour former le tube neural. Donc le tube neural va se trouver en contact avec le mésoblaste. Le tube neural va se retrouver en contact avec le mésoblaste. Le premier mésoblaste qui est en contact avec le tube neural, je l'appelle mésoblaste paraxial. Pourquoi je l'appelle mésoblaste paraxial de cas? Parce que lui-même, il est en contact avec le mésoblaste axial. Et c'est quoi le mésoblaste axial? C'est la corde, c'est la notocorde. Donc si on veut récapituler, tu as le droit de poser la question pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce qui va se passer. C'est quoi? C'est la corde. Ça c'est quoi? S'il vous plaît, vous suivez. Ça c'est quoi? C'est la corde. Ça c'est la corde. Ça c'est la corde. Ou la corde, c'est quoi? La tige cordale, c'est quoi? La tige cordale, c'est le mésoblaste axial. Ça ou là. Donc, le mésoblaste qui est situé juste à sa périphérie, je l'appelle mésoblaste paraxial. Est-ce qu'on est d'accord? Dans la description du mésoblaste paraxial, je vais dire que le mésoblaste paraxial est situé de part et d'autre du tube neural. Je vais dire que le mésoblaste paraxial est situé de part et d'autre du tube neural. Je vais dire que le mésoblaste paraxial est situé juste de part et d'autre du tube neural. Pourquoi je dis que le mésoblaste paraxial est situé de part et d'autre du tube neural? Parce que le tube neural, pour se former, il doit rentrer à l'intérieur du mésoblaste.
quand il rentre à l'intérieur du mésoblast, il va se retrouver en contact avec le mésoblast. Donc ici, vu cette formation, je peux dire que le mésoblast paraaxial est situé de part et d'autre du tube neural. Que le mésoblast paraaxial est situé de part et d'autre du tube neural. Il est situé de part et d'autre du tube neural. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien, très bien. Allez, on va bientôt faire une pause. Suivez. Suivez. Donc, on a terminé avec le mésoderme axial et paraxial. Le mésoblast paraaxial, il va se diviser. Il va se diviser pour donner des somites. Il va se diviser pour donner des somites. Voici le mésoderme. Voici le mésoderme paraxial. Il commence à se différencier en somites. Vous voyez les petits points hadoma, les petits points roses. C'est ça les somites. Ce sont des petites formations. Ce sont des petites formations mésoblastiques qui se forment de part et d'autre du tube neural. Ce sont des formations mésoblastiques qui se forment de part et d'autre du tube neural. Ce sont des formations mésoblastiques qui se forment de part et d'autre du tube neural. Je les appelle les somites. Et les somites n'apparaissent pas directement en même temps. Leur apparition est dite progressive. L'apparition des somites est progressive. L'apparition des somites est progressive. Très bien. Donc ici, j'ai 3 somites, 3 paires de somites. Leur nombre va augmenter. Leur nombre va augmenter. Elles dérivent toutes ces somites, tous ces somites dérivent du mésoblast paraxial. Tous ces somites dérivent du mésoblast paraxial. Très bien, très bien. Les somites, c'est quoi la définition d'un somite? Ce sont des organes embryonnaires transitoires. Ce sont des organes transitoires, d'accord, formés par la segmentation du mésenchyme paraxial, issu de la gastrulation. C'est quoi la gastrulation? C'est la formation d'un feuillet tridermique à partir d'un feuillet didermique. C'est quoi ce troisième feuillet pour que je passe du didermique au tridermique? C'est le mésoblast. Très bien. Le mésoblast qui est juste en contact avec la corde, je l'appelle mésoblast paraxial. Ce mésoblast paraxial, il va commencer à se diviser. En se divisant, il va créer des somites. Il va créer des somites. Les somites vont se réorganiser sans différenciation cellulaire. D'accord? Ils sont responsables de l'organisation segmentaire du corps et concourent à la restriction du corps de l'embryon. On va expliquer tout ça. Ils contiennent le matériel cellulaire du squelette axial, dans le sclérotome, de la musculature et des extrémités, myotome, ainsi que celui du tissu sous-cutané de la peau, dermatome. Les somites constituent l'unité de base de la métamérie. La division métamérique de la colonne vertébrale, du tube neural, de la paroi abdominale et du thorax dépend de l'organisation des somites. Qu'est-ce que c'est que les somites? Les somites sont des organes qui sont en train d'être constitués. Ce sont des organes qui sont en train d'être constitués de part et d'autre de ma corde. Donc c'est du mésoblast, et ce mésoblast, il est en train d'être constitué de part et d'autre de la corde. Voici ma corde. Ça, c'est la corde. En dessous de la corde, juste en bas de la corde, j'ai un tube neural. Donc j'oublie la corde et je vais parler de mon tube neural. Je vais parler de mon tube neural et je vais représenter mon tube neural en jaune pour montrer que c'est du tissu nerveux. Voici le tube neural. Ça, c'est le tube neural. Vous voyez, ça, c'est le tube neural. Ce tube neural, de part et d'autre de ce tube neural, il y aura un matériel qui est appelé mésoblast paraxial. C'est ça, le mésoblast paraxial. Ce mésoblast paraxial, il va commencer à se diviser. Pour créer des points qui s'appellent somites. Pour créer des points de part et d'autre qui s'appellent somites. Donc le résultat final, c'est quoi? C'est la formation de somites. Ça, c'est le premier somite. Ça, c'est le deuxième somite. Ça, c'est le troisième somite. Ici, c'est la même chose. Premier somite, deuxième somite, troisième somite. Donc, j'ai un système nerveux
un tube neural, et ce tube neural, de part et d'autre, je vais avoir des somites. Ces somites vont commencer à se différencier. La différenciation des somites va me donner des vertèbres, elle va me donner du squelette, elle va me donner des muscles, et elle va aussi me donner de la peau, du tissu sous-cutané. La partie squelettique, je l'appelle sclérotome. La partie squelettique, je l'appelle sclérotome. La partie musculaire, je l'appelle myotome. Et la partie cutanée, je l'appelle dermatome. Et il faut savoir que cette structuration des somites, elle va me permettre une division étagée. De mon tronc. Je suis en train de voir une vue de face de mon embryon. Cet embryon, je le suis en train de l'embryon terrestre. C'est comme si je regardais l'embryon comme ça. Voici mon embryon, d'accord? Tout ça, c'est mon embryon et je suis en train de le regarder de face. Dans la partie dorsale de mon embryon, dans la partie postérieure qui va constituer le tissu nerveux, qui va me constituer la moelle épinière, il y aura des somites qui vont apparaître. Ces somites vont donner naissance à des muscles, à de la peau et à des squelettes. Elles vont donner naissance à des squelettes, à des muscles et à de la peau. Ces somites sont organisés en étages. J'ai un somite qui est complètement indépendant de l'autre somite. Et ce somite est complètement indépendant de l'autre somite. Ce somite va avoir une différenciation isolée. Et ce somite va avoir aussi une différenciation isolée. Chaque somite va se différencier à part, d'une façon à part ou là isolément. Donc ce somite, il va me donner un étage du système nerveux. Et cet autre somite va me donner un autre étage du système nerveux. Et c'est comme cela que je peux avoir une topographie de mon système nerveux et une topographie de mes vertèbres. Je vais avoir ce que j'appelle des racines nerveuses. Ma colonne vertébrale va être divisée en plusieurs parties. Ces parties sont représentées par des vertèbres. Une vertèbre, une deuxième vertèbre, une troisième vertèbre. D'accord? Mon système nerveux va être divisé en étages. J'ai ici un étage. Je représente ici la moelle épinière. La moelle épinière va être divisée en étages et à chaque étage, j'aurai des racines postérieures et des racines antérieures. Est-ce que les racines postérieures et les racines antérieures sont formées de façon continue? Non, ils sont formés par des étages. Puis la racine antérieure et la racine postérieure vont se rencontrer pour former le fameux nerf rachidien. Et le nerf rachidien le tronc rachidien va me constituer, il va rencontrer un autre tronc pour me constituer le plexus, comme le plexus brachial, et les plexus vont me donner des nerfs, et les nerfs vont être orientés vers les membres. Donc, il y aura une division étagée. Qui apparaîtra comment? J'ai une colonne vertébrale qui est constituée par plusieurs vertèbres. J'ai un système nerveux qui est constitué par plusieurs étages représentés par des racines nerveuses. Des racines nerveuses entre eux qui apparaissent au niveau de C1, C2, C3, C4. Et à chaque étage, je vais avoir des racines antérieures et des racines postérieures qui sortent. Les racines antérieures sont des racines motrices. Les racines postérieures sont des racines sensitives. Les racines postérieures, en sortant, elles vont rencontrer des ganglions. C'est au niveau du ganglion rachidien que se trouve le corps cellulaire des neurones sensitifs. Le ganglion rachidien dérive des cellules au niveau de la plaque neurale. Ce sont les cellules qui ont migré pour former le système nerveux périphérique. Justement, je suis en train de parler du système nerveux périphérique qui est constitué par la racine antérieure, la racine postérieure qui se rencontrent pour former un nerf rachidien. Le nerf rachidien va former des plexus et les plexus vont former des nerfs comme le nerf huméral, comme le nerf radial, comme le nerf cubital, d'accord, comme le nerf médian. Ces nerfs dérivent d'un plexus et le plexus dérive de racines. Ces racines sont disposées en étages. Il faut savoir que chaque nerf possède des fibres nerveuses qui vont être responsables de l'innervation d'une région de ma surface corporelle. Et la surface corporelle peut être divisée en dermatomes. C'est quoi un dermatome chez un adulte? Un dermatome, c'est la région cutanée innervée par une fibre nerveuse ou là par une racine nerveuse. C'est très important en clinique parce que vous pouvez prendre un patient et toucher sa sensibilité. Je peux dire que si le patient perd sa sensibilité ici,
c'est-à-dire qu'il y a une atteinte soit du nerf médian, soit du plexus brachial, soit de la racine C2, soit de la racine C2. Donc, tout mon tronc est divisé en étages. C'est ce qui me permet de définir les syndromes topographiques. Un syndrome rachidien, un syndrome neurogène périphérique, un syndrome médulaire. Je peux, à partir de la clinique, de la localisation des signes, définir quelle est la partie qui a été touchée. Parce que justement, mon organisme est défini selon un axe. Cet axe il est constitué par un ensemble des vertèbres. À l'intérieur des vertèbres, il y a une seule, ça, c'est une seule médulaire, c'est une seule médulo, comment on l'appelle? C'est une seule le système nerveux. Excellent, c'est une seule moelle épinière. Mais cette moelle épinière, elle est divisée en étages. Et chaque étage va me donner des racines. Et ces racines vont être responsables de l'innervation d'une seule région de l'organisme. Est-ce que vous vous souvenez de cette région? Donc, je sais que la partie C2, par exemple, la partie C2, ici, ou la C5, elle va être responsable de l'innervation de cette partie de la peau. D'accord? Donc, il y a une partie de la peau qui va être innervée par une partie de la moelle épinière. Cette partie de la peau est innervée par cette partie de la moelle épinière. Parce qu'ils sont situés sur le même étage métamérique lors du développement embryonnaire. C'est-à-dire que c'est cette région du système nerveux qui est située, cette région du système nerveux qui est située devant ces somites. Et ces somites, ils vont me donner du squelette, du muscle et de la peau. La partie cutanée, la peau qui va être donnée par ces somites, c'est la peau qui sera énervée par cette partie de la moelle épinière. Cette partie de la peau qui sera donnée par ce somite, c'est la partie qui sera innervée par cette partie de la moelle épinière. C'est pour cela que je peux avoir des régions très dispersées dans ma peau qui sont innervées par la même partie de la moelle épinière parce que justement, ils ont la même origine embryonnaire étagée. Lorsque j'ai créé mon tube neural, lorsque j'ai créé mon mésoderme paraaxial, puis que je l'ai divisé en somites, l'organisation de ces somites, elle a été réalisée en étages. Et chaque somite est situé devant une partie de la moelle épinière. Ce somite va me donner du squelette, du muscle et de la peau. Les muscles, plus tard, ces muscles donnés par ce myotome, ils seront innervés par cette partie de la moelle. La peau, qui est donnée par ce sclérotome, elle sera innervée par cette partie de la moelle. Et enfin, le squelette situé au niveau de cette partie, il sera responsable de la mobilisation des membres qui sont innervés par cette partie de la moelle. C'est ce qu'on appelle la métamérisation. Et c'est justement cette organisation de mon système nerveux et c'est cette formation de mon système nerveux qui me permet de réaliser la métamérisation. La métamérisation n'est pas comprise dans votre cours, mais il aurait été inutile de faire cette partie de votre cours sans vous faire la métamérisation. La métamérisation, vous allez la voir en histologie en deuxième année. D'accord, Inch'Allah. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai des sclérotomes en étage? C'est parce que mon organisme il est en étage. Supposons qu'une personne prend un poignard et elle me poignarde là. D'accord? Supposons que je reçois un coup de poignard ici. Est-ce que je vais perdre la mobilité de mes mains? Non, je ne vais pas perdre la mobilité de mes mains parce que la mobilité de mes mains, elle dépend de cette partie de la moelle. J'ai été touché en bas. C'est ce qu'on appelle un syndrome sous-lésionnel en neurologie. On appelle cela un syndrome sous-lésionnel. Lorsqu'il y a une section de la moelle épinière, j'aurai une perte sensitive et motrice et un syndrome pyramidal dans toutes les régions situées au-dessous de la lésion. Cette région de ma main, puisqu'il y a eu cette métamérisation, cette main, elle est innervée par cette région qui n'est pas touchée par la lésion. Et donc elle ne sera pas touchée. Ça vous paraît bizarre, mais je vous ai donné l'exemple parce que j'avais un patient, d'accord, quand j'étais externe en neurologie, j'avais un patient qui avait reçu un coup de poignard et il fallait définir par la clinique, il était situé où, la lésion elle était située où. Donc on commence à réaliser des points de sensibilité. Oui, non.
donc je peux avoir un schéma qui relie le dermatome aux étages de la moelle épinière. Ça, comment je peux comprendre? Comment vous allez comprendre plus tard en neurologie, en 4e année, Inch'Allah, Billy, c'est cette région qui est énervée par cette région. Pourquoi cette région de la peau est énervée par cette région de la moelle épinière? Parce qu'il y a eu une division segmentaire. Il y a eu une segmentation de mon mésoderme paraaxial qui m'a permis d'avoir une organisation étagée de la peau, des muscles et du squelette. De la peau, des muscles et du squelette. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, j'espère que oui. D'accord, donc ça c'était la métamérisation. Donc quand vous allez lire Kamel des phrases, vous allez maintenant les comprendre. Très bien. Très bien, très bien. Haya, le mésoderme intermédiaire, maintenant on a terminé avec la corde, on a terminé avec le mésoderme paraxial, on va voir le mésoderme paraxial. On va voir le mésoderme intermédiaire ou cordon néphrogène. On va reprendre avec le développement du mésoderme intermédiaire. On avait terminé avec le mésoderme paraxial. On avait parlé de la structuration, de la segmentation, de la métamérisation qui était responsable de la division du mésoderme paraxial en plusieurs somites. Et chaque somite elle est responsable de la structuration d'une partie de la colonne vertébrale, d'une partie du squelette, d'une partie des muscles et d'une partie du tissu sous-cutané. Maintenant, on va aller juste un peu en périphérie où on va étudier le mésoderme intermédiaire qui est situé juste en dehors du mésoderme paraxial. Très bien, le mésoderme intermédiaire est situé de part et d'autre du mésoblaste paraxial. Il est situé de part et d'autre. Bien sûr, entre l'ectoblaste en haut et l'entoblaste en bas. Il se prolonge par le mésoderme latéral. En dehors. En dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mésoderme paraxial. Il sera à l'origine des néphrotomes, amas de cellules mésoblastiques qui donnent le mésonéphros ou corps de Wolff. Donc, ils vont donner le mésonéphros qui est le rein. C'est le mésoblaste intermédiaire qui est responsable de la formation des reins. C'est le mésoblaste intermédiaire qui est responsable de la formation des reins. Enfin, le mésoderme latéral qui est constitué par la somatopleure et la splanchnopleur intra-embryonnaire, d'accord, tapissant les parois du cœlome intra-embryonnaire qui est à l'origine des 3 cavités internes qui sont la cavité péricardique et le péricarde, la cavité pleurale et la plèvre, la cavité péritonéale et le péritoine. On va voir que ce mésoblaste latéral va avoir un devenir très particulier. Il y aura au niveau de ce mésoblaste latéral la formation de lacunes, la formation de petits trous. Ces petits trous vont fusionner pour créer des cavités, pour créer enfin une grosse cavité à l'intérieur du mésoderme latéral. Ce mésoderme latéral, il est responsable de la formation de certaines cavités viscérales. C'est-à-dire qu'il est responsable de la formation de cavités à l'intérieur des organes. Quelles sont ces cavités? Il a commencé par la cavité péricardique et le péricarde. Il faut savoir que j'ai dans mon organisme ce que j'appelle les séreuses. Dans mon organisme ce que j'appelle des séreuses. C'est quoi une séreuse? Une séreuse est une membrane qui recouvre un organe et qui permet de le fixer. Une séreuse est une membrane qui entoure l'organe et qui permet de le fixer. Très bien. Prenons quelques exemples. Prenons le cœur. Le cœur est entouré par une membrane que j'appelle le péricarde. Le péricarde est constitué de 2 feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Le feuillet viscéral est directement en contact avec le cœur. Le feuillet pariétal est situé en dehors du feuillet viscéral. Voici mon cœur.
la taille primaire. Voici un cœur. Est-ce que le cœur est fait comme ça? Ben si. Il est fait comme ça. D'accord? Hadawa le cœur. Un joli cœur. Le cœur, il est entouré par une membrane. C'est le feuillet viscéral. C'est le feuillet viscéral de mon péricarde. Ce feuillet viscéral est lui-même entouré par une membrane qui s'appelle le feuillet pariétal. Donc voici mon feuillet pariétal. Entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, il y a un espace. C'est un espace virtuel. Les deux membranes, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, sont accolés dans une situation physiologique. Ils sont accolés. L'espace est virtuel, il n'existe pas. Les deux feuillets sont accolés l'un sur l'autre. C'est quoi le rôle du péricarde viscéral, du feuillet viscéral? C'est de se fixer au cœur. C'est quoi le rôle du péricarde pariétal? C'est de fixer le cœur au médiastin. Aux parois du médiastin. C'est-à-dire que j'ai un feuillet externe. Le feuillet externe, à l'intérieur, il y a une cavité péricardique. Et à l'intérieur de la cavité péricardique, il y a un feuillet viscéral. Et à l'intérieur du feuillet viscéral, j'ai mon fameux endocarde puis myocarde. Donc, le cœur est entouré par une membrane qui s'appelle le péricarde. Le péricarde est constitué par deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Pourquoi j'appelle le feuillet viscéral viscéral? Je l'appelle viscéral parce qu'il est intimement collé au viscère, qui est le cœur. Pourquoi j'appelle le feuillet pariétal? Je l'appelle pariétal parce qu'il est lié à la paroi externe. Donc, les différentes formations, le péricarde, la plèvre, le péritoine, c'est des organes de fixation. C'est des séreuses qui ont plusieurs fonctions. La fonction principale est la mise en place ou la structuration de l'organe dans son lieu. Quand je saute d'un endroit à un endroit, mon cœur est fixé. Il est fixé à sa localisation. D'accord? Il ne saute pas. Pourquoi il est fixé à l'intérieur de son endroit? Il est fixé grâce au péricarde. Mon cœur est en train de battre. Pourquoi les mouvements de frottement, des battements de mon cœur ne le laissent pas? Parce que mon cœur est protégé par les différentes membranes du péricarde. Donc le péricarde a son importance. Vous allez voir cela en détail en physiologie et en anatomie. On va essayer de terminer notre cours. La cavité pleurale et la plèvre. C'est quoi la cavité pleurale? La cavité pleurale est une cavité qui est dessinée, qui est formée à l'intérieur ou là entre les deux plèvres. C'est quoi la plèvre? C'est la séreuse qui recouvre le poumon. Donc j'ai un poumon et mon poumon il est recouvert par une plèvre. La plèvre est constituée par deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Et entre les deux, il y a aussi une cavité virtuelle qui n'existe pas en réalité. La plèvre est très importante dans le mécanisme de respiration, puisque la respiration physiologique est une respiration à basse pression. Attention, vous allez voir en physiologie, on va vous le dire. Vous, maintenant, et la majorité des êtres vivants, ils sentent, quand on respire, que quand je fais ça, je fais entrer l'air ici par ces muscles et en faisant entrer l'air, je suis en train de remplir mes poumons. C'est comme lorsque j'enfle un ballon. Quand je gonfle un ballon, je suis en train de le remplir avec de l'air. Vous sentez que c'est un peu la même chose dans vos poumons. Vous sentez que vous êtes en train de les remplir et ils gonflent. Regardez comment je me gonfle. Je suis en train de gonfler parce que je suis en train de remplir mes poumons. C'est en gonflant mes poumons qu'ils augmentent de volume. C'est ce que vous croyez. Or, c'est faux. C'est très faux. C'est très très faux. D'accord? Il y a un mécanisme inverse. C'est la contraction du diaphragme et la contraction des muscles inspiratoires secondaires. L'abaissement du diaphragme va éloigner les côtes et qui va élargir la cage thoracique.
c'est l'élargissement de la cage thoracique qui va tirer sur les ligaments. Et en tirant sur les ligaments vont tirer sur la plèvre pariétale. La plèvre pariétale va s'étirer. En s'étirant, elle va abaisser la pression à l'intérieur de la cavité pleurale. La cavité pleurale va tirer sur la plèvre viscérale et la plèvre viscérale va tirer sur le poumon. Le poumon, en s'étirant, il va abaisser la pression intra-alvéolaire et en s'abaissant, la pression en s'abaissant, elle va créer un gradient de pression entre la pression intra-alvéolaire et la pression barométrique, ce qui fait que l'air va entrer. C'est votre poumon qui attire l'air. Ce n'est pas l'air qui gonfle votre poumon. Il faut faire la différence entre les deux. C'est votre poumon qui se dilate en premier et en se dilatant, il aspire l'air. Ce n'est pas l'air que vous inspirez qui est en train de gonfler les poumons. Quand je gonfle, c'est une respiration à pression positive. C'est la respiration à l'intubation, c'est la respiration quand je fais du bouche à bouche à un patient qui a perdu sa conscience. C'est une respiration à pression positive. Je suis en train d'insuffler l'air. C'est pour cela qu'au cours de l'intubation, qu'au cours du bouche à bouche, je peux détruire les poumons tel le monsieur. D'accord? Pourquoi je peux les détruire? Parce que je suis en train de faire entrer l'air à une cavité que je ne connais pas. Si je fais entrer plus d'air qu'il ne faut, ça va se détruire. Par contre, la respiration physiologique, c'est une respiration à pression négative. C'est-à-dire que la pression va se négativer et en se négativant, elle va attirer l'air. Ce mécanisme physiologique très important, il n'est réalisé que par la présence de la plèvre. Donc vous voyez l'importance de la plèvre. J'ai aussi une cavité péritonéale et un péritoine. Le péritoine, c'est l'organe ou c'est le tissu qui va me fixer les viscères abdominaux. Le foie, la rate, les intestins, le côlon. D'accord? Kamel, ils vont être liés par le péritoine qui est constitué par plusieurs parties comme le mésentère. Vous vous souvenez du mésentère? Vous l'avez vu en 4e année au CEM. Masariqi al-Arnab. Oui. Masariqi. Vous vous souvenez du Masariqi? Du Masariqi vascularisé. Dans avec le livre bleu, ta science, oublié. Oui. Alors, Masariqi al-Arnab, c'était le mésentère du lapin. D'accord? C'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il y avait un tube digestif qui était tenu par un tissu. Et le tissu, il fait partie du péritoine. Donc, les différents viscères qui sont les tissus qui vont me donner comment on les appelle je viens de vous donner leur nom. Ce sont les séreuses. Les séreuses dérivent du mésoderme latéral. Si on veut récapituler, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le mésoderme axial. C'était la corde. Elle va disparaître. Elle va induire la neurulation et elle va aussi induire la formation des vertèbres. En quoi elle va se transformer? Elle va donner le nucleus pulposus. Je le trouve où, le nucleus pulposus? Dans le centre du disque intervertébral. Je parle maintenant du mésoderme paraxial. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diviser en somites. Les somites, qu'est-ce qu'ils vont subir? La métamérisation. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Le sclérotome qui va me donner le squelette. Sclérotome, squelette. Et, d'accord, plus le dermomyotome. Le dermatome va me donner la peau. Dermatologie, derme, peau, tissu sous-cutané, dermatome. Et le myotome, muscle. Dermatome, myotome, sclérotome vont me donner le squelette, le muscle et le tissu sous-cutané. Très bien. Maintenant, on a parlé ensuite du mésoderme intermédiaire. Le mésoderme intermédiaire va me donner le mésonéphrose qui va me donner les reins. Et enfin, je suis en train de parler du mésoderme latéral. Le mésoderme latéral va avoir une évolution très spécifique. Pourquoi? Parce qu'il y a la formation d'une cavité à l'intérieur du mésoderme latéral. Cette cavité, elle va me permettre la création des séreuses. Et les séreuses chez l'adulte, elles sont définies par la présence de deux membranes, une membrane interne et une membrane externe. La membrane interne qui est juste au contact de mon viscère, je l'appelle membrane viscérale ou feuillet viscéral. La membrane qui est située juste en dehors, je l'appelle membrane de feuillet pariétal. Entre les deux, il y a une cavité virtuelle que j'appelle la cavité péricardique, cavité pleurale, cavité péritonéale, etc.
Très bien, continuons. Le cœlome intra-embryonnaire. Vous vous souvenez du cœlome externe? Le cœlome externe, c'est quoi? C'était la grosse cavité dans laquelle se trouvait l'embryon. Donc, là, je vais parler d'un cœlome interne. Aïe, s'il vous plaît, ça va vous donner un peu d'importance. Ça va vous permettre de donner de l'importance à ce que vous faites. Ça va vous... J'ai une stimulation du système nerveux parasympathique, je ne comprends pas pourquoi. Ben là, elle a déjà le manque d'oxygène dans cette salle. Donc j'ai des réflexes nauséeux. C'est pas... Aïe, on manque d'oxygène. S'il vous plaît. Il faut donner de l'importance aux noms que vous rencontrez et aux mots et aux expressions que vous rencontrez dans vos cours. Dans votre cours, on vous a parlé d'un cœlome externe. Pourquoi on l'a nommé externe? Je pouvais le nommer cœlome bulk. Je l'ai nommé cœlome externe parce que plus tard, je vais rencontrer un cœlome interne. C'est pour créer une symétrie entre les deux. Qui met qu'il y a un cœlome externe, qu'il y a un cœlome interne. Découvrons le cœlome interne ou cœlome intra-embryonnaire. Il apparaît d'abord comme un ensemble d'espaces isolés dans le mésoblaste latéral. Tel comme au niveau du mésoblaste latéral, il va y avoir apparition de lacunes. Ces lacunes, elles vont se transformer en une grande cavité. Cette cavité, c'est elle le cœlome interne. C'est elle le cœlome interne. Toutefois, pendant le processus de plicature, ces espaces fusionnent et forment une cavité en fer à cheval, c'est le cœlome interne. Initialement, le cœlome intra-embryonnaire et extra-embryonnaire communiquent, mais avec la progression de la plicature de l'embryon, la réunion des bords de l'ectoblaste sur la ligne médiane va finalement cloisonner le cœlome intra-embryonnaire. Tout ce patati, on va l'expliquer tout de suite. Voici mon mésoderme latéral. Voici, ça c'est la corde, c'est le mésoderme axial. Ça, c'est le mésoderme paraxial. Ça, c'est le mésoderme intermédiaire. Et ça, c'est le mésoderme latéral. C'est le mésoderme latéral. Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cavité. Là, c'est le lycitocèle secondaire. C'est la vésicule vitelline. Ça, c'est la cavité amniotique. Et ça, le tout baigne dans quoi? Externe, excellent, dans le cœlome externe. Ça, c'est le cœlome externe. Allez, rapidement. Voici mon embryon. Ça, on a le tout baigne dans le cœlome externe. Tout ça, c'est le cœlome externe. Ça, c'est la cavité amniotique. Ça, c'est le lycitocèle secondaire ou la vésicule vitelline. Le tout baigne dans le cœlome externe. Je vais créer ici, au niveau des parties latérales, d'accord? Je vais créer mon fameux cœlome interne à partir de l'évolution du mésoderme latéral. Donc voici le mésoderme latéral, il va créer des cavités. C'est des petites lacunes qui vont ensuite fusionner. La fusion de ces lacunes va me créer une cavité. C'est cette petite cavité. Cette cavité, je l'appelle cœlome interne. Ce cœlome interne, au début, il est en communication avec le cœlome externe. D'accord? Donc, lorsqu'il y a eu formation du mésoblaste latéral, le mésoblaste latéral va contenir des lacunes. Ces lacunes, elles vont fusionner pour me constituer le cœlome interne. Le cœlome interne est en communication avec le cœlome externe. Le cœlome interne est en communication avec le cœlome externe. Mais, on a dit que mon embryon allait subir une plicature latérale. C'est ça la plicature latérale. D'accord? Donc il va subir une plicature latérale. Cette plicature latérale qui fait partie de la délimitation de mon embryon, elle va faire en sorte d'appuyer sur les bords. Elle va faire en sorte qu'il y ait un appui sur les bords, ce qui va comprimer le cœlome interne ou le mésoblaste latéral, et le cœlome interne ne sera plus en communication avec le cœlome externe. C'est-à-dire qu'il y aura une oblitération ici. Il y aura une
fermeture du cellome interne. Il y aura une fermeture du cellome interne et le cellome interne va être complètement isolé du cellome externe. Le cellome interne va être complètement isolé du cellome externe. Très bien, récapitulons un peu le mésoblaste. Le mésoblaste, on l'a défini en 3 parties. Le mésoblaste paraxial, intermédiaire et latéral. La corde, on en a parlé tout à l'heure. Le mésoblaste paraxial, il va me donner les somites. Les somites vont me donner le sclérotome, myotome, dermatome. On en a tellement parlé. Le mésoblaste intermédiaire va me donner le pronéphros, puis mésonéphros, puis métanéphros. C'est l'ébauchage du rein. C'est l'ébauche du rein. D'accord? Et enfin, le mésoblaste latéral, il va me donner le somatopleure intra-embryonnaire, le cellome interne et le splanchnopleure intra-embryonnaire. Le somatopleure va me donner les feuillets pariétaux et la splanchnopleure va me donner les feuillets viscéraux. Et le cellome interne va se transformer en cavité. Haya, s'il vous plaît, j'ai constitué un mésoblaste latéral. Voici le mésoblaste latéral. Ce mésoblaste latéral, après constitution du cellome interne, il est formé de quoi? Il est formé d'une cavité. Sah ou la la? Il est formé d'une cavité, d'un splanchnopleure viscéral, c'est-à-dire la lame qui est en contact avec l'embryon, avec les viscères, et d'un somatopleure, et aussi d'un somatopleure, le voici, le somatopleure intra-embryonnaire. Quand on avait vu le splanchnopleure extra-embryonnaire et le splanchnopleure et le somatopleure extra-embryonnaire, je vous avais dit qu'on utilisait le préfixe splank pour tout ce qui est splanchnique. Et le mot splanchnique revient au viscère. Et somato est ce qui est normal, c'est-à-dire à ce qui est en dehors des viscères. Donc je vais avoir un splanchnopleure extra-embryonnaire et un somatopleure extra-embryonnaire. On en a parlé dans le cours deuxième semaine du développement embryonnaire, vous vous en souvenez. Maintenant, je suis en train de parler du splanchnopleure intra-embryonnaire et du somatopleure intra-embryonnaire. Le splanchnopleure intra-embryonnaire va constituer le feuillet viscéreuse. Le splanchnopleure, puisque splanchne est lié au viscère, donc il est lié à tout ce qui est splanchnique, à tout ce qui est viscère, il va me constituer le feuillet viscéral. Le somatopleure, puisqu'il n'est pas lié au viscère, il va me former le feuillet pariétal. Donc j'ai pu constituer un splanchnopleure intra-embryonnaire, un somatopleure intra-embryonnaire, et entre les deux, j'ai un cellome interne. Je reprends. Je suis en train de parler de la différenciation du mésoblaste latéral. Ce mésoblaste latéral va se différencier de la sorte. Il y aura apparition de lacunes à l'intérieur du mésoblaste latéral. Ces lacunes vont fusionner. La fusion de ces lacunes va me constituer une grosse cavité. Cette cavité, je l'appelle cellome interne. Ce cellome interne est délimité par deux types de membranes. Mais toujours à l'intérieur de l'embryon. Ces deux membranes sont le splanchnopleure intra-embryonnaire qui est directement au contact de l'embryon et le somatopleure intra-embryonnaire qui est situé en dehors. Entre les deux, il y a une cavité que j'appelle cellome interne. Le cellome interne va donner plus tard, 19 ans, 21 ans, très bien, 21 ans. Quand il aura 21 ans, il aura un splanchnopleure le splanchnopleure intra-embryonnaire va donner le feuillet viscéral, le cellome intra-embryonnaire ou cellome interne va me donner la cavité et le somatopleure intra-embryonnaire va me donner le feuillet pariétal. D'accord? Donc vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé d'un feuillet viscéral, d'un feuillet pariétal et entre les deux une cavité. La
cavité péricardique, la cavité pleurale, la cavité péritonale. Ces cavités, elles dérivent du sérum interne. 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 Le feuillet viscéral dérive du splenocopleur intra-embryonnaire et le feuillet pariétal dérive du somatopleur intra-embryonnaire. Le feuillet pariétal dérive du somatopleur intra-embryonnaire. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On continue? Très bien. La mise en place de la circulation fœto-placentaire. La circulation sanguine vitéline. Bon, on va voir très généralement la circulation, on ne va pas détailler. Attention. Je ne vais pas vous parler de la circulation fœto-maternelle. La circulation fœto-maternelle, c'est ce qui va apparaître plus tard. D'accord? Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La circulation fœto-maternelle, c'est un autre cours dans lequel on va étudier les pressions intra-utérines, etc. Ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui. Très bien. On va voir l'ébauchage de la circulation intra-embryonnaire, c'est tout. La circulation sanguine vitéline, donc il faut savoir que j'ai deux types de circulation. La circulation vitéline qui est établie entre le fœtus et sa vésicule vitéline et la circulation fœtoplacentaire qui est établie entre le fœtus et le placenta. Regardez, il y a deux types de circulation lors de l'ébauchage. Il y a la circulation vitéline, c'est celle-là. C'est la circulation où j'étudie où est le cœur. Voici le cœur de l'embryon, le bouton cardiaque. D'accord? Il y a deux types de circulation. La circulation entre le fœtus et la vésicule vitéline, tac 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 tac, il revient tac 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 et il peut aller soit ici, soit ici. D'accord? Ça c'est du sang veineux. Donc il y a une circulation qui revient au cœur. Qui revient au cœur. Très bien, donc il y a une circulation entre le fœtus et la vésicule vitéline. Il lui envoie du sang oxygéné, elle lui renvoie du sang veineux. Il y a aussi une circulation entre l'embryon et le placenta. Donc l'embryon va envoyer au placenta du sang veineux et le placenta va lui envoyer du sang artériel. Et ce sang artériel il va être pompé par l'embryon vers ses différentes parties. Il faut savoir que le fœtus et l'embryon n'ont pas de poumons. Le fœtus n'a pas de poumons. L'embryon n'a pas de poumons. Il acquiert son sang oxygéné à partir du placenta. Il obtient son sang oxygéné à partir du placenta. Donc il y a une circulation fœto-maternelle ou fœto-placentaire et il y a une circulation embryo-vitéline entre l'embryon et sa vésicule vitéline. Très bien. Donc la circulation vitéline, le sang arrive par les aortes primitives, circule dans les capillaires de la paroi de la vésicule vitéline et retourne au tube cardiaque. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Il commence au niveau du tube cardiaque, ici, par le tube cardiaque, puis il va vers la vésicule vitéline, puis il revient. Deuxième circulation, c'est la circulation fœto-placentaire. Elle s'effectue par les vaisseaux allantoïdiens. Les vaisseaux allantoïdiens qui cheminent dans le cordon ombilical. Ces vaisseaux allantoïdiens, ils vont me donner les fameux vaisseaux ombilicaux. Les vaisseaux ombilicaux qui sont une veine ombilicale et deux artères ombilicales. Donc les deux artères ombilicales, branches de l'aorte, conduisent le sang fœtal au tube cardiaque par les villosités placentaires et le sang oxygéné revient des villosités placentaires vers le tube cardiaque par les deux veines ombilicales qui fusionnent ultérieurement pour donner une seule veine. Et c'est très important, s'il vous plaît. Quand je vous dis cordon ombilical, le cordon ombilical, il fait partie du fœtus ou de la maman? De la maman? C'est faux. Le cordon ombilical fait partie du fœtus. Le fœtus, il est séparé de la maman par quoi? Par le placenta. Oui, par le placenta. Donc, le placenta, la maman, enceinte,
D'accord? Ça, c'est la maman. D'accord? Et ça, c'est son fœtus. Tout ça, c'est le fœtus. Tout ça, c'est le fœtus. Très bien. Ils sont séparés par le placenta. Ils sont séparés par le placenta. Attention, le cordon ombilical, il est situé après le placenta du côté du fœtus. Et, il est situé ici. Il est situé ici. Il est situé entre le placenta et le fœtus. La maman est baïda. D'accord? Donc, le cordon ombilical fait partie du fœtus. D'accord? Puisqu'il il fait partie du fœtus, je dois le considérer et considérer ses constituants comme faisant partie du fœtus. Est-ce que c'est clair? C'est important ce que je dis. Je vais vous dire pourquoi. Donc je dois considérer le cordon ombilical et ses différents constituants par rapport au fœtus. Donc, si je veux établir les noms, puisque vous aimez la nomination, si je peux établir le nom des constituants de mon cordon ombilical, je les établis par rapport à la maman ou par rapport au fœtus? Par rapport au fœtus, puisqu'il fait partie au fœtus. Je vais vous donner des définitions anatomiques. L'artère est un vaisseau qui sort du cœur. L'artère est un vaisseau qui sort du cœur. L'artère est un vaisseau qui contient le sang sortant du cœur. L'artère est un vaisseau qui contient du sang qui sort du cœur. L'artère est un vaisseau qui contient du sang qui sort du cœur. La veine est un vaisseau qui contient du sang qui va aller vers le cœur. La veine est un vaisseau qui contient du sang qui va aller vers le cœur. La veine est un vaisseau qui contient du sang qui va aller vers le cœur. La veine est un vaisseau qui contient du sang qui va aller vers le cœur. Donc, quand je vous dis une veine ombilicale, la veine ombilicale, elle va aller au cœur du fœtus ou elle sort du cœur du fœtus? Je comprends, elle sort. Vous ما تخافوش ما نضربكمش. Vous non. Vous. Très bien. La veine, قلت لكم باللي la veine, c'est un vaisseau qui va aller au cœur. Le cœur تاع la maman ou تاع le fœtus? T'as le fœtus. Je vous avais dit que le cordon ombilical faisait partie du fœtus. Le cordon ombilical fait partie du fœtus. Donc quand je prends une partie du cordon ombilical et que je commence à lui donner des noms, لازم نخمم في le fœtus, ما نخممش في la maman. Donc la veine ombilicale est un vaisseau qui rentre dans le cœur, جيب le sang. طبيب les veines تاعك comment on appelle ça? الأوردة تاعك les veines تاعك, ils vont emporter le sang vers le cœur ou ils sortent du cœur? Très bien, ils vont aller vers le cœur pour lui donner le sang désoxygéné. Le cœur, il remplace ce sang par du sang oxygéné à travers les artères. Ce sont les artères qui sortent du cœur pour aller dans les membres et donner le sang oxygéné. Donc tout ce qui sort du cœur, c'est des artères. Tout ce qui rentre dans le cœur, c'est des veines. On va garder ce même nom dans l'embryon. Donc dans l'embryon, les vaisseaux qui rentrent dans le cœur, je les appelle veines. Ou les vaisseaux qui sortent du cœur, je les appelle artères. La veine ombilicale, elle va rentrer dans le cœur. Elle est venue d'où? Elle est venue du placenta. Elle apporte du sang rouge, elle apporte du sang oxygéné pour le donner au cœur. Le cœur du fœtus, ce n'est pas comme le cœur de l'adulte. Il reçoit du poumon, du sang oxygéné, le sang oxygéné de l'organisme. Non, il reçoit du sang oxygéné. Par ses veines. La veine ombilicale contient du sang oxygéné. La veine ombilicale contient du sang oxygéné parce que cette veine vient du placenta et l'oxygène du fœtus vient du placenta. Donc c'est la veine qui apporte le sang rouge. La veine, elle va aller dans le cœur récupère aussi le sang veineux, puis le cœur va pomper le sang veineux. Le cœur va pomper le sang veineux par les artères ombilicales.
les artères ombilicales vont envoyer le sang veineux. Les artères ombilicales vont envoyer le sang veineux. C'est quoi une artère? Une artère, c'est un vaisseau qui sort du cœur. Les artères ombilicales que je retrouve dans le cordon ombilical, جايين من الفيتوس ولا رايحين من الفيتوس؟ جايين من الفيتوس parce que c'est des artères. C'est le cœur fœtal qui envoie ce sang vers le placenta. C'est le cœur fœtal. Ou le cœur fœtal, ou le placenta du sang oxygéné ou du sang désoxygéné. Très bien, il va du sang désoxygéné. Donc l'artère fœtale, les artères fœtales contiennent du sang désoxygéné. Les artères fœtales contiennent du sang désoxygéné, alors que la veine fœtale, que la veine ombilicale contient du sang oxygéné. La veine fœtale contient du sang rouge. Les artères fœtales contiennent du sang bleu. Bon, c'est pas vrai, c'est pas un sang bleu, mais c'est juste pour vous dire que c'est un sang désoxygéné. Est-ce que c'est clair? Al-Abiha, ça vous paraît bizarre. Al-Abiha, il y a une veine et deux artères. Une veine et deux artères. La veine, elle vient d'où? Elle vient du placenta. Elle va vers le cœur ou le bouton cardiaque embryonnaire. Elle lui donne le sang oxygéné. Le cœur fœtal va envoyer le sang vers le fœtus. Il va aussi récupérer le sang veineux du fœtus et l'envoyer vers le placenta à travers les deux artères ombilicales. Donc les artères ombilicales transportent le sang veineux. Les artères ombilicales font du sang veineux. Les artères ombilicales font du sang veineux, alors que la veine ombilicale contient du sang artériel. Alors que la veine ombilicale contient du sang artériel. Très bien. Très bien. Apparition des bourgeons des membres, c'est la dernière étape. On a des membres, les membres supérieurs et les membres inférieurs à travers des qlabs, des petits bourgeons qui vont donner plus tard les membres. Les membres supérieurs apparaissent d'abord à hauteur des sommites correspondant au futur niveau C2 et C4. Maintenant, C4 à T2. Vous comprenez maintenant c'est quoi niveau, C4 T2? C'est la métamérisation. C'est la métamérisation qu'on a vue tout à l'heure. Les membres inférieurs apparaissent un peu plus tard à hauteur des sommites correspondant au futur niveau L1 et S4. L1 et S4, ce sont des niveaux de la moelle épinière et kiff même C4. C4 maintenant cervical, T2 maintenant thoracique, L maintenant lombaire ou S maintenant sacré. C'est des niveaux de la moelle épinière et il y aura apparition des membres à leur niveau. Donc le membre supérieur apparaît entre C4 et T2 parce qu'il est innervé par des sommites. Il est innervé par une plaque neurale qui est située à son niveau. Et les membres inférieurs apparaissent en bas parce qu'elle est innervée par un niveau de plaque neurale qui est aussi constitué à leur niveau. Voici des bourgeons des membres. Attention, ça c'est le cordon ombilical. Le membre inférieur c'est ça. D'accord? Ça c'est le membre supérieur et ça c'est le membre inférieur. Très bien. Conclusion. La 4e semaine du développement embryonnaire marque le début de l'organogenèse. C'est quoi l'organogenèse? C'est la formation des organes. L'embryon est désormais délimité. Il est complètement séparé de ses annexes. La 4e semaine est une phase très vulnérable au point de vue tératologique. À cette période de la vie, l'embryon est exposé au risque de malformation. C'est la période où il y a un risque tératogénique très important. Les anomalies génétiques avant cette phase, au cours de la première semaine, 2e semaine, 3e semaine, elles n'évoluent pas. Quand il y a une anomalie génétique très primordiale au niveau de la première semaine, 2e semaine, elle aboutit généralement à l'avortement. Le fœtus ne peut pas avoir lieu et l'embryon ne peut pas continuer sa maturation. Je vous donne des exemples. Supposons qu'un ovocyte qui a été fécondé par 2 spermatozoïdes. D'accord? Je vais avoir un zygote non viable qui est constitué d'un nombre triploïde. Je vais avoir 3N. 3N, c'est une des causes de la fameuse molle hydatiforme. D'accord? Ça va donner une maladie trophoblastique et ça ne va pas donner un embryon viable. Par contre, lorsque j'ai des anomalies qui ont lieu au cours de cette semaine, au cours de la 4e semaine, là je vais avoir malheureusement un embryon qui continuera
son développement, mais qu'il y aura des malformations graves. Quels sont les deux effets tératogènes les plus importants ou les plus fréquents quantitativement? L'alcool et le diabète. L'alcool et le diabète. Un diabète non équilibré avant la grossesse et la prise d'alcool. Et la prise d'alcool, je peux par exemple avoir une agénésie des membres. Les membres inférieurs ne vont pas apparaître. D'accord? Ils vont agir sur ces étapes de développement, la 4e semaine ou l'organogenèse. C'est pour cela que le diabète peut me donner des malformations congénitales graves, surtout au niveau du cœur. D'accord? Et l'alcool aussi. Très bien, on a terminé avec la 4e semaine.